Salut, je te retrouve dans cette deuxième partie de ma foire aux questions. La semaine dernière, on a exploré toutes les questions que j'avais reçues par rapport au tarot. Si tu as envie de voir cette vidéo et si tu ne l'as pas encore vue, je te mets le lien dans la description. Et cette semaine, on va aller explorer les autres questions qui n'ont pas de rapport avec le tarot. Alors, c'est parti et on commence très fort par quelqu'un qui m'a dit « À quand un livre sur tes sujets de prédilection ?» Alors, comme je le disais la semaine dernière, j'adore écrire et ce serait mon rêve d'écrire des romans ou des bouquins et d'être publié. Mais à quand un livre sur tous tes sujets de prédilection? Déjà, quel sujet? Je pense que ce serait très très vaste. Et donc, il faudrait déjà choisir un sujet et il faudrait déjà l'écrire. Et ensuite, il faudrait démarcher un éditeur. Donc, à quand un livre? C'est pas pour tout de suite. Deuxième question, beaucoup moins engageante. On me demande c'est quoi ta saveur thé ou tisane préférée? Écoute, thé à la menthe de base, ça c'est parfait. Et sinon, j'aime beaucoup le thé des Alizés de chez Palais d'été et le Petit Pirate de chez Maison Bourgeon. Petit Pirate, c'est une tisane, oh, c'est trop bon. Je te conseille d'aller te renseigner là-dessus. Moi, je l'adore, c'est hyper bon. Ta recommandation littéraire du moment. Dernièrement, j'ai lu, j'en ai déjà parlé ici, le dernier livre qui m'a vraiment enflammé et qui était hyper intense et que j'ai surkiffé, c'était le tome 7 de Harry Potter. Mais ça, c'était si bien que je n'avais jamais lu mais c'était des émotions tellement fortes et tellement intenses et j'étais tellement à fond dedans que j'ai du mal depuis à passer à autre chose et à trouver quelque chose qui m'enflamme. Sur les bouquins que j'ai adorés ces derniers mois, à part Harry Potter, pareil, j'en ai déjà parlé ici, mais je vais le redire. Désolée, je vais pas avoir les noms des autrices en tête, et je voudrais pas écorcher leur nom. Donc il y a L'été de la sorcière que j'ai adoré, Le goûter du lion, trop bien. Il y a comment ça s'appelle? La maison au sortilège, c'est un super bouquin et l'autrice dont le nom ne me revient pas là maintenant va sortir son prochain livre là en juin, je crois. J'ai hâte de lire son prochain livre. J'ai beaucoup aimé aussi Du thé pour les fantômes que j'avais écouté en livre audio et où j'aimais énormément aussi la voix qui lisait. C'était vraiment très cool. C'est le premier livre audio d'ailleurs que j'ai écouté et c'est une expérience que j'aime bien. J'aime bien faire ça, genre, quand je tricote ou quand je fais, ma vaisselle, tu vois? Me mettre un petit livre audio, j'aime bien, je trouve ça toujours cool. On m'a demandé ensuite, c'est quoi le premier enseignement que tu retiens de ta première année de formation au coaching? Donc là, si tu ne le sais pas, je suis à la Paradox School depuis 1 an. La Paradox School, c'est l'école de coaching de David Laroche. Moi, avant de m'y inscrire, je m'intéressais pas à David Laroche, je savais pas vraiment qui c'était et je m'en foutais un peu. Et dans l'école, je trouve que ces enseignements sont tellement intéressants, tellement riches, tellement profonds. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette aventure, j'aime beaucoup cette formation, même si en ce moment j'ai peu de temps pour m'y consacrer et peu d'énergie pour m'y consacrer. Et du coup, il me reste encore 1 an de formation. C'est pas une formation qui est en intensif, voilà. On- les cours, c'est un week-end à peu près tous les 2 mois. Mais voilà, c'est tellement intéressant et puis j'ai rencontré vraiment des gens géniaux là-bas. C'est quoi le principal enseignement que je retiens jusque-là? Mais il y en a plusieurs parce qu'il y a ce qui m'a été transmis, dans la formation et puis il y a toutes les réflexions que j'ai fait moi aussi sur le coaching, sur la thérapie, sur, mes avancées personnelles et tout ça. Donc il y a plusieurs choses, c'est difficile de trouver un enseignement principal que je retiendrai. Hem, Ce qui m'est très utile, et que j'ai adoré apprendre, c'est le protocole sur les croyances. C'est en fait la façon dont on peut aller dénouer une croyance limitante pour la transformer en quelque chose qui arrête de nous freiner et qui peut nous permettre d'avancer vers les objectifs, qu'on a.
Ça, c'est un protocole que je trouve, génial et voilà la façon d'aller questionner et tout ça, une croyance, je trouve ça vraiment cool. On va dire, si je devais retenir vraiment un enseignement principal, c'est que les clés, elles sont toujours à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin, en fait, des conseils des autres. On peut aller, écouter et demander les conseils des autres pour voir ce qu'eux feraient. Mais en fait, eux, c'est eux et ce qui marche pour la voisine ne marche pas forcément pour nous. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important, plutôt que d'aller chercher des solutions à l'extérieur de soi, d'aller les chercher à l'intérieur de soi. Donc évidemment, on peut demander des conseils, on peut demander à être accompagné, mais je trouve que en coaching, ce qui est le plus intéressant, c'est en fait les questions que le coach va pouvoir poser au coaché pour lui permettre de trouver ses propres solutions et pour lui permettre d'aller explorer en lui ce qui lui correspond. Pas ce qui correspond à la voisine, à ses parents, à la société, à je sais pas quoi. En fait, l'essentiel, c'est de trouver une réponse pour nous-mêmes. Et comme je te disais, cette réponse, à mon avis, on ne peut pas la trouver à l'extérieur. C'est pas vers l'extérieur qu'il faut se tourner, c'est vers l'intérieur. Je pense que c'est ça, le principal enseignement. Ça peut être un peu vertigineux parfois parce que souvent, je trouve, en tout cas moi, je peux avoir envie de donner des conseils, de faire du partage d'expérience et tout ça et même, quand je tire les cartes, pour quelqu'un d'autre. Alors après, je fais vraiment le distinguo entre le coaching et le tirage de cartes. Je trouve que quand on tire les cartes, la personne en face vient chercher ou des réponses ou en tout cas à élargir ses pistes de réflexion. Donc c'est une conversation qu'on a autour des cartes pour élargir les pistes de réflexion. Donc il y a de ça. Ensuite, dans mes réflexions perso par rapport à ce que j'apprends, hem, je pense qu'on peut pas changer en 2 secondes. Il y a plein de personnes qui, en coaching et tout ça, diraient: «Mais si, mais on peut, changer en 2 minutes, c'est un changement peut être plus rapide qu'on ne pense». Oui, OK, un changement peut être plus rapide qu'on ne pense dans l'état d'esprit et à mon avis, c'est tout un truc à déconstruire et je pense c'est très perso, hein. Bien sûr, tout le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec moi, chacun a sa vision du truc. Mais je pense que c'est important d'aborder l'accompagnement des personnes, qu'on soit coach, thérapeute, ou, cartomancien, tout ça, avec de l'humilité et de pas se dire: «Ah oui, là, c'est moi qui l'ai aidé. Là, c'est moi qui ai trouvé la réponse. Là, grâce à moi, telle personne a pu faire un énorme pas dans sa vie». En fait, de se dire ça, c'est réduire tout le travail que la personne, elle fait aussi pour elle-même depuis hyper longtemps. C'est comme quelqu'un qui vient te voir et qui te dit: «Oh, mais là, tu m'as débloqué alors que j'ai fait des années de thérapie et que ça n'avait rien fait». Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Probablement que les années de thérapie ont préparé la personne, lui ont permis de faire tout un chemin qui fait que quand elle arrive, devant toi et ben, d'un coup, elle est prête à ce que le déclic ait lieu ou l'avancée ait lieu et du coup, bah, l'avancée, elle a lieu et c'est cool, mais ce n'est pas, dû qu'à toi, enfin qu'à moi, par exemple. C'est aussi dû et surtout dû à tout ce que la personne a fait en amont et du coup, voilà pourquoi je pense que c'est important d'être humble par rapport à ça. Moi, j'estime que je suis juste une pierre sur le chemin des personnes, qui viennent me voir, que ce soit pour des tirages de cartes, pour des accompagnements coaching ou pour, qui viennent faire, mes formations en ligne. J'estime que c'est pas moi qui les sauve, que c'est pas moi qui les aide. Elles s'aident d'abord elles-mêmes grâce, peut-être aux outils, que je mets à leur disposition et à l'accompagnement que je leur fais. Mais ce qui est important, c'est la personne, elle s'aide elle-même en premier et c'est à elle qu'elle doit ses avancées et ses réussites. Et moi, je suis une marche sur son chemin et je suis très contente d'être cette marche. C'est super cool. Et du coup,
je crois que c'est aussi important de c'est un truc qu'on fait beaucoup dans le coaching, c'est de laisser, la responsabilité à l'autre. Moi, j'ai vraiment appris ça cette année, c'est-à-dire à ne plus prendre, à mon compte les émotions ou les actions de la personne qui est en face de moi. En fait, la personne en face de moi est adulte, hem et est responsable de ses actes, de ses pensées, de ce qu'elle fait, pour elle-même. Du coup, c'est pas à moi de la porter. Moi, je suis là pour l'accompagner. C'est pas à moi de porter ses émotions. Moi, je suis là pour accompagner ses émotions. Si je porte ses émotions, si je me laisse envahir par ses émotions, bah, en fait, je suis plus la bonne personne pour l'aider, vu que je suis au même point qu'elle en train de me, de vivre des émotions, qui ne sont pas agréables. Alors bien sûr, je peux avoir de l'empathie pour cette personne et j'en ai. Et c'est important que j'en ai. Mais ce qui est surtout important, c'est que je ne me laisse pas happer par l'émotion de l'autre, parce que si je me laisse happer par l'émotion de l'autre, je ne suis plus en mesure d'être dans une posture aidante et accompagnante. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. J'ai l'impression que ça l'est. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que ça, c'est des sujets qui me passionnent et je pourrais digresser pendant des heures et des heures à parler de ça. Et après à parler de la différence entre coaching et thérapie, tout ça, tout ça. Bon, j'espère que j'ai répondu à peu près à ta question. Je passe à la suivante. De quoi je suis le plus fière dans ma vie actuelle? C'est ça, la prochaine question. C'est pas simple pour moi de répondre à cette question aujourd'hui, vu que tu le sais, je suis en train de traverser une période vraiment très compliquée dans ma vie. Je suis en plein burn-out, donc c'est compliqué pour moi en ce moment d'être fière de moi et de cultiver une bonne estime de moi-même et une bonne image de moi-même. Ce dont je suis fière, c'est de la relation que j'ai construite avec mon fils. Cette semaine, il avait un truc où il se sentait pas au top et en fait, on en a parlé et il s'est senti le droit, d'exprimer, ce qu'il ressent et voilà et d'exprimer sa tristesse et d'exprimer sa frustration. Je suis vraiment fière d'avoir réussi à créer ça, à créer cette relation de confiance avec lui, cette relation où il se sent vraiment en sécurité avec moi, mais c'est une immense victoire pour moi d'avoir réussi à faire ça alors qu'on a traversé des trucs vraiment compliqués. Qu'on a traversé ensemble des trucs compliqués et puis aussi que moi, j'ai traversé personnellement des choses compliquées depuis 5 ans et de me dire que malgré tout ça, j'ai réussi à créer ce lien. Oh, mais quelle victoire géniale quoi. Ça, je suis vraiment fière. Donc ça, c'est un truc dont je suis fière, dans ma relation avec mon fils. Mais j'aimerais aussi trouver un truc dont je suis fière de moi avec moi. Je crois que je suis fière d'oser me montrer vulnérable, d'oser dire: «C'est pas facile pour moi, je suis en train de vivre un burn-out». Ça me fait sentir fragile et ça me fait me sentir vulnérable de dire ça. Mais comme dirait Brené Brown, la vulnérabilité est une force. La vulnérabilité, c'est le pendant du courage. Donc en fait, je suis courageuse de me montrer vulnérable. Je suis courageuse dans ce que je traverse. Toi, si tu traverses aussi des périodes compliquées, eh ben, tu es courageuse aussi et tu es courageux aussi et c'est important de le reconnaître. Donc en fait, oui, je traverse une période pas ouf de ma vie, mais je suis fière de la façon dont je mène ma barque dans cette période. Voilà. Allez, j'enchaîne. Si je pouvais changer une chose dans ma vie d'entrepreneuse, ce serait quoi?
eh ben, ce serait de pouvoir gagner de la thune quand je suis pas en train de bosser, comme là, par exemple. Ça, ce serait vraiment très cool. Mais j'aimerais répondre quand même à un truc un peu plus profond que juste un truc de thune. Si je pouvais changer une chose dans ma vie d'entrepreneuse, ce serait d'avoir des bureaux. Un bureau, ça suffirait déjà, un bureau. Non, non, non. Un bureau, ça ne suffirait pas. Pourquoi? Pourquoi il me faut des bureaux et pas un bureau? Donc, dans un premier temps, un bureau, de préférence à l'extérieur de chez moi, même si c'est genre la porte en face, c'est parfait. Mais voilà, j'aimerais avoir un bureau pour ne plus travailler dans l'endroit où euh, je vis, où je dors, où je mange. J'aimerais avoir un endroit à moi pour bosser, un endroit où je puisse fermer la porte et passer à autre chose après ma journée de boulot. Que ce soit pas tout le temps là sous mon nez et que tout ne soit pas dans le même espace. C'est ça, j'aimerais que mon espace de travail soit décorrélé de mon espace de vie. Ça, ce serait vraiment très cool parce que la table sur laquelle je suis là, c'est la table où on mange, la table où je bosse, la table où mon gamin fait ses devoirs, la table où je fais mon journaling, où je tire mes cartes. Enfin, c'est la table de la maison, quoi. Et voilà. Et j'aimerais bien pouvoir que ça se soit séparé. Je pense que ce serait peut-être un peu plus facile pour moi pour trouver mon équilibre pro et perso. Et après, pourquoi il ne faut pas un bureau, mais des bureaux? Parce que si j'ai plusieurs bureaux, je peux avoir des collaborateurs et je peux, en plus de mon, mon activité d'entrepreneuse avec les cartes, enfin voilà, je peux aussi monter une boîte de production pour produire mes spectacles. Et ça, ce serait cool. Comme souvent, mon téléphone m'a interrompu puisque je n'avais pas assez de stockage disponible. Donc vraiment, il faut que j'arrive à résoudre cette problématique. Et ce que je voulais dire pour finir sur cette histoire de bureau, c'est qu'un bureau, bah, ça me permettrait de réaliser mon fantasme d'écrivaine. Alors, prochaine question, qu'est-ce que je préfère dans mon travail? La liberté que ça me procure, je crois. Même si cette liberté, elle a un prix et que elle peut être parfois, souvent, c'est difficile d'être unique responsable de l'argent qui rentre. Et ça, c'est le lot de toutes les entrepreneuses et de tous les entrepreneurs, d'être responsable des sous qui rentrent. Et en même temps, ça apporte une telle liberté de pouvoir travailler selon ses horaires, son rythme, selon ses valeurs, sans devoir correspondre aux valeurs de quelqu'un d'autre ou d'un patron et tout. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dans, voilà, dans mon travail et dans la façon dont je travaille. Ensuite, pour être plus concrète dans la réponse que je peux t'apporter là, qu'est-ce que je préfère dans mon travail? Je crois que c'est que ça me fait rencontrer plein de gens différents. Je me sens vraiment moi-même, je me sens vraiment en lien avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en face à face ou au travers de mes formations. Et je fais quelque chose qui a du sens pour moi. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est utile. C'est utile aux personnes qui viennent me voir, ça les aide à avancer dans leur vie. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je suis juste une pierre sur le chemin. Mais en tout cas, je suis contente d'être une pierre utile et là où je suis encore plus contente et je crois ce que je préfère, c'est de me dire que ce que je fais aide à faire des ricochets. Ça veut dire que si en faisant une de mes formations, une mère de famille apprend à mieux s'aimer, à mieux se parler et à se mettre en priorité, et ben, en fait, ces mômes, quand ils vont voir ça, que elles s'aiment mieux et qu'elles se parlent bien, eh ben, ils vont avoir tendance à se parler bien aussi. Et ça fait un premier ricochet. Et puis, s'ils prennent l'habitude d'être gentils avec eux-mêmes, eh ben,
ils vont inspirer d'autres personnes autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit d'imaginer ça. De me dire: «Ce que je fais peut avoir un impact positif, même sans que je le sache». Et ça, je trouve ça cool et ça me fait me sentir utile. Il y a quelqu'un qui me demande si je vais devenir coach exclusivement avec ou sans les cartes. Je ne pense pas que je vais devenir, exclusivement coach, mais en même temps, je sais pas, de toute façon, je serai jamais que exclusivement ça, vu qu'en même temps, j'écris mes spectacles, je suis déjà pas que cartomancienne ou que formatrice. Moi, j'aime bien être multicasquette, donc en fait, je pense pas. Maintenant, comme tu le sais, je suis pas à une période de ma vie où c'est simple pour moi de me projeter professionnellement, donc on verra. Heu, il me reste 2 questions. Quelqu'un me dit: «Où en es-tu de ton projet de déménagement? Tu fais une to-do list pour ça?» Eh bien, mon projet de déménagement en Normandie est toujours d'actualité. Je souhaite déménager en juillet. Au moment où j'enregistre, on arrive tranquillou fin avril. Je n'ai pas encore de logement, parce que c'est une location et que pour l'instant, les locations qui apparaissent dans le coin où je veux aller, c'est des locations pour des logements qui sont disponibles maintenant. Mais moi, je veux que mon môme, il termine son année scolaire tranquillou pour qu'on parte après, après la fin de son année scolaire, donc qu'on parte au mois de juillet. Donc voilà, le projet est toujours en cours, mais il me faut un logement, la base. Donc pareil, c'est en cours. Est-ce que je me suis fait une to-do list pour ça? Oui, alors j'ai commencé une to-do list. Déjà, j'avais fait une to-do list pour ma recherche d'appartement, pour essayer de ne rien oublier et de penser à vraiment toutes les choses que je pouvais faire pour cette recherche d'appartement. Ensuite, j'ai une to-do list pour une fois que j'aurai trouvé, genre tu sais les trucs, inscrire mon môme à l'école, changer d'adresse, me renseigner pour tel truc, nananana, que des trucs où je sais que je vais être sous l'eau parce que bah là je change de région, que je vais gérer tout ce déménagement toute seule. C'est pas la première fois que je gère un déménagement seul avec un môme, vu que c'est ce que j'ai déjà fait quand j'ai quitté le père de mon fils et que mon fils avait 3 ans et demi. Voilà, j'avais déjà géré seul ce déménagement, mais là, je change de région, c'est un projet plus grand, donc voilà, là, il et puis je veux pas, toute, ma clarté mentale, en ce moment, donc j'ai vraiment besoin de faire une to-do list et les to-do list, ça allège, ma charge mentale. Donc du coup, là, j'ai commencé une to-do list pour ça et je veux également en faire une, là, pour les 2 mois et demi qui viennent, pour commencer à trier dans ma maison, voilà, ce que j'emmène pas, ce que je donne, ce que je vends, pour, voir, ce que je dois faire ici, là, dans mon appart, tu sais, les petits trucs que tu dois gérer quand tu es en location pour rendre un lieu clean et en fait, là, j'ai 2 mois et demi devant moi pour le faire et j'aimerais bien ne pas tout faire au dernier moment dans les 10 derniers jours. Donc oui, je vais me faire une to-do list pour pouvoir, voilà, m'occuper de ça le mieux possible. Et enfin, la dernière question. Il y a quelqu'un qui me demande: «As-tu des rêves?» Oui, j'ai des rêves. J'ai adoré cette question parce que du coup, ça m'a poussée à me demander, quels étaient mes rêves. Je rêve de vivre à la campagne, d'avoir une maison de campagne qui soit à moi et de vivre à la campagne, entourée d'animaux. Ça me ferait vraiment kiffer, avec, des chiens, des chats, des poules, Voilà, ça, j'ai méga, méga envie de ça. Heu, Ça, c'est un de mes rêves. J'ai un autre rêve qui est de vivre pas très loin de la mer et c'est un rêve que je vais réaliser cet été en allant vivre en Normandie, vu que la ville où je veux vivre et où je vais aller vivre est à 1/4 d'heure en voiture de la mer. Donc ça, j'ai trop hâte, quoi, d'y être et de réaliser ce rêve. Je rêve d'être publiée, d'écrire un livre ou plusieurs et d'être publiée. Et puis aussi, j'aimerais aller au Japon et j'aimerais aller en Écosse et j'ai le rêve de faire des trucs, cool avec mon fils, mais je vais pas développer là parce que j'ai pas envie, que les larmes me montent aux yeux en 2 secondes et que mon téléphone me coupe et
j'ai, le rêve surtout de réussir à me soigner et de réussir à vivre plus sereinement avec, mon passé et mon histoire et plus sereinement avec moi-même. Voilà, un petit, melting pot des premiers rêves, qui me viennent, heu, voilà et c'est déjà cool. Voilà, on en a fini pour cette deuxième foire aux questions. Écoute, si tu as d'autres questions à me poser, eh ben, pose-les en commentaire et je serai hyper contente, de t'y répondre. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si ça t'a plu, mets-moi un pouce en l'air sous la vidéo, puis mets-moi un commentaire pour te dire, si tu as aimé ces vidéos, si tu as aimé ces foires aux questions ou quel genre de vidéo est-ce que tu aimerais, que je te propose. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Je te dis à très bientôt. Salut!